Hello, yo yo yo. Donc on va faire un exercice de dynamique de rotation. Le deuxième, il y en aura probablement un troisième, disons avec plusieurs objets. Celui-ci est un classique. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et le lire, l'énoncé. Un indice inutile ici parce que vous savez tous ça, hein? Il va falloir faire un schéma, mettre les forces, faire un choix d'axe, des diagrammes de force, les équations de Newton en translation et en rotation parce qu'on est en dynamique de rotation. Donc ça pourrait être un des exercices du chapitre 5 ou 6 avec du frottement, bloc qui descend un plan incliné, sauf qu'il va tourner en même temps, c'est un cylindre. D'accord? Vous pouvez mettre pause et lire l'énoncé si vous voulez plus lentement. Sinon, j'imagine que vous n'êtes pas surpris, hein? Donc, si vous avez besoin de ça, vous pouvez reculer la vidéo et puis prendre des notes. C'est un cas classique. On a un objet en haut d'un plan incliné qui va descendre en tournant. Pensez à un pneu. Hmm. Donc, on veut l'accélération. Puis, éventuellement, on pourrait aussi en B demander quel coefficient de frottement est nécessaire. Est-ce qu'on nécessaire pour que ça puisse se produire de ne pas glisser. J'ai insisté là, des petites phrases d'information générale. Euh, En haut, là, s'il n'y a pas de frottement, ce truc-là, il ne tournera pas. Il s'en irait, là. Si ce morceau-là est de cette couleur-là, eh bien, il s'en irait sans glisser, avec toujours le même morceau à la même couleur, dans la même direction, sans tourner. Il s'en irait sans tourner. En glissant sans tourner. Maintenant, il y a du frottement, donc ce truc-là adhère et il glisse. Il ne glisse pas. Il tourne en descendant. Ben, ok, ça peut sembler compliqué. C'est la même procédure. Il va falloir indiquer toutes les forces sur le schéma. Là, leur point de contact est important parce que dépendant d'où est-ce que leur point d'action, où est-ce que l'action a lieu, le moment de force va être différent. Hein? Puis là, on va inclure la dynamique de rotation. Il y a du frottement. S'il y a du frottement, il est par là. D'ailleurs, c'est à cause du frottement que ça tourne. Hein? C'est à cause du frottement que ça tourne. On va voir que le frottement ici, on dit qu'on veut que ça ne glisse pas, que ça adhère, comme un pneu en caoutchouc qui ne glisse pas. Donc c'est un frottement statique. Est-ce qu'il y a d'autres forces? Personne qui pousse, personne qui tire, pas de tension. Je crois qu'on est là, hein? C'est bon. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le plan incliné, vous pouvez aller voir les capsules de la première playlist de dynamique translation. Je fais un numéro avec le plan incliné. Sinon, je vais prendre 3 minutes pour le faire quand même assez bien, ici, maintenant. Si vous êtes super à l'aise avec le plan incliné, vous pouvez peut-être avancer un peu. Mais pour les équations en X et en Y, je vais prendre quelques minutes pour bien gérer le plan incliné avec la démarche complète. Et on veut aussi faire la sommation des moments de force. C'est ça nos 3 équations. Il y a un seul objet, les équations en X et en Y, mais en plus, cet objet-là ne fait pas que translater, il rotate, il tourne. OK, donc ça ici, la rotation, la vitesse initiale, on pourrait dire que c'est 0, la vitesse angulaire initiale, s'il part du repos. Puis là, éventuellement, on pourrait donner une certaine distance. Et puis déterminer la vitesse finale une fois qu'on a l'accélération, et ainsi de suite. Je ne ferai pas ça ici, c'est de la cinématique. On va se concentrer sur la dynamique de rotation. Donc, pour le plan incliné, si vous n'êtes pas à l'aise avec le plan incliné, ce que je vous recommande, faites votre choix d'axe. Si c'est vers le bas que vous aimez mieux, allez vers le bas. Si c'est vers le haut que vous aimez mieux, mettrez votre axe vers le haut. Mais faites un diagramme de force avec l'axe des X aligné exactement comme sur votre schéma. Peut-être que vous allez vouloir tasser votre tête inclinée ensuite pour avoir l'axe des X et des Y alignés avec votre cerveau. Mais pour le moment, faites-le exactement comme il est sur votre schéma. Parce que la force de gravité
votre repère de verticalité, qui est parfaitement vertical, perpendiculaire à vos lignes de cahier, vous allez pouvoir bien la placer verticalement, perpendiculaire à... Vous savez, vos lignes de cahier, là, qui sont horizontales, bien là, la force de gravité est perpendiculaire à vos lignes de cahier. J'enlève les lignes de cahier, c'est un peu lourd ici. Je peux me laisser une ligne de cahier, là, disons, qui passe par l'origine. C'est intéressant quand vous faites votre diagramme de force, que vous traciez l'origine de votre système d'axe exactement sur une ligne de cahier, au moins pour avoir une idée de l'horizontale. Ensuite, la normale qui est en Y parfaitement perpendiculaire au plan incliné, c'est la normale. Ensuite, le frottement. Une demande d'aide. Encore quelques heures pour de l'aide si vous avez besoin d'aide par semaine. Quelques heures de disponible. Ok, j'ai mis les 3 forces sur un diagramme de force pour la translation. Ainsi, nous pourrons voir les angles. L'angle de 30 degrés, il est entre l'axe horizontal, vos lignes de cahier, et l'axe des X. Ça, c'est ici que ça se trouve directement, si je le place là, géométriquement, d'exactement la même position. Et là, ensuite, on fait des complémentarités. Si j'ai 30 là, alors par complémentarité entre X et Y, qui a 90 degrés, 90 moins 30, il me reste 60 ici. Et j'ai une autre complémentarité entre l'axe ligne de cahier horizontale et verticale la gravité. Il y a un autre 90 ici, et donc si j'ai 60, j'aurai 30 là. Pour trouver la composante X de la force de gravité, prenez votre règle et puis alignez-la avec l'axe des X, parfaitement parallèle à l'axe des X. Placez-la avec l'axe des X, comme ça, c'est votre règle. Là. Je la place, je l'enlève. Descendez-la un peu, placez-la alignée avec l'axe des X. Et puis, parfaitement bien alignée avec l'axe des X. Puis, descendez jusqu'à avec votre règle, jusqu'au bout de la force de gravité. Faites-vous un pointillé comme ça. Moi, j'enlève ma règle. Je remets mon pointillé. L'angle de 90 entre X et Y est ici. Votre composante FGX est ici, opposée à 30. Opposée sinus. D'accord? Là, j'ai pris le temps de le faire au long. Si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez avancer. Si vous trouvez que c'est trop rapide, vous pouvez reculer. D'accord? Complémentarité, 30 qui est celui-là. 30-60, 60-30. On place la règle. Alignée jusqu'à la pointe de la force de gravité, mais parallèle à l'axe des X. Et là, on a FGX qui est opposé, donc un sinus. On est dans lequel cadran? 1, 2, 3, 4. Il faut que vous vous posiez ces questions-là. On est dans le 4e cadran. Donc en X, on aura positif et en Y, on aura négatif pour la force de gravité dans nos équations. Maintenant que mon diagramme de force est fait, j'écris les équations en X. La sommation des composantes X des forces égale la masse fois l'accélération en X. On fait la translation en premier. Moi, bon, c'est ce que je préfère. Vous faites ce que vous voulez si vous voulez faire la rotation avant. Donc, mg sinus de 30. Ça, c'est la composante X de la force de gravité qu'on avait là. Et on retire négatif opposé à l'axe des X, le frottement. Moins le frottement. Bon, mu fois la normale, ainsi de suite. MA. X. En Y, ok, mu fois la normale. Hein, on pourra le remplacer pour le frottement. En Y, on a la normale moins la composante Y qui est adjacente à l'angle de 30 degrés et qui est négative, donc le moins mg cos de 30. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ça, que vous voulez de l'aide, écoutez, écrivez-moi, je peux trouver du temps moyennant des frais, là, n'hésitez pas. On peut trouver un moyen pour que je vous aide. On a une équation en X, on a une équation en Y. L'équation qui va nous manquer, parce qu'on a plusieurs inconnus, on en a 3. Il y a la normale qui pour le moment est inconnue, on va la déterminer directement avec cette équation-là.
L'autre équation, ben, on a le frottement et l'accélération. Ça fait 1, 2, 3 inconnus si on inclut la normale. On a seulement deux équations. La première en X, la deuxième en Y. Il faut aller chercher les moments de force. Les moments de force sur notre objet. Je redessine l'objet avec les forces qui agissent sur lui. Le sol est ici. Un peu plus moins incliné. La normale perpendiculaire. La force de gravité. Et puis là, il faut choisir un pivot. On peut choisir, en fait, le pivot qu'on veut, en réalité. Euh, hmm. En réalité, l'objet tourne autour de son centre de masse. Bien que instantanément cet objet pivotasse sur le point de contact, là, il tourne autour de son centre de masse et son centre de masse se déplace à vitesse accélérée. Ça fonctionne. On va le faire comme ça. Il pivote autour de son centre dans l'autre direction. Que dis-je par là? Les moments de force de la normale, de la force de gravité, du frottement. Le point de pivot est au centre. Oh, il y a un petit lag ici. Je crois que ça y est. Donc, bon, toujours réfléchir les signes. Les R. Les forces en question. On pourrait écrire F ou MUN. Là. Je vais écrire F pour le moment. J'ai écrit F tout à l'heure. Éventuellement, pour le B, comme on parle du mu, en fait, il aurait pu avoir un C où on demande quel est le frottement en premier, ou un B. Bref, dans l'ordre que vous voulez, là. Mais le B, ça aurait pu être quel est le frottement. Et le C, quel est le mu. Bref, on fait des hypothèses sur les questions qu'on peut se demander. Voilà, c'est les inconnus qu'on a. Hein. On a l'accélération angulaire linéaire. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais le lien angulaire linéaire est respecté ici. Parce que ça ne glisse pas. Parce qu'il n'y a pas comme de perte à cause du glissement, là, de frottement cinétique. C'est l'accélération tangentielle, c'est aussi l'accélération du centre de masse qui est égale à alpha fois le rayon. Je l'ai écrit au milieu en haut. Puis, là, j'ai de la misère à terminer mes équations de moment de force. Le sinus d'un angle, le sinus d'un angle et le sinus d'un angle. Bon, commençons avec le frottement, vu que j'y suis, là. L'angle vaut 90. Le R qui va du point de pivot, le R pour le frottement, c'est le rayon du cercle, le rayon du cylindre, et l'angle est de 90. Puis, pour être cohérent, le sens de rotation positif est horaire sur mon dessin pour aller avec l'axe des X pour que les deux soient positifs, puis qu'on ne soit pas obligé de mettre un moins dans l'équation ici entre angulaire et linéaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu apparaître ici, entre angulaire et linéaire. Si on n'avait pas des axes cohérents, il faudrait mettre un moins dans cette contrainte-là. Le Benson vous dit toujours de choisir des axes cohérents. La France vous dit attention de mettre un moins si vous ne le faites pas. Ça revient toujours au même, peu importe votre manuel. D'accord, donc j'ai réglé pour le frottement. Ça va être positif pour le frottement. Il fait tourner dans le sens là, en bas à gauche, ça s'en va dans le sens horaire, qui est positif pour être cohérent avec notre choix d'axe ici. Là. Pour la normale, le R pour le frottement et le R pour la normale sont le même. C'est le même R.
Et quel est l'angle entre ce R et la normale? Ils sont diamétralement opposés, 180 degrés. Le sinus de 180 degrés donne 0. Et pour la gravité, que vaut son R à la gravité? La gravité agit au centre de masse, au centre de gravité, en moyenne, et le pivot est là, donc son R vaut 0. Et donc, le moment de force pour la gravité est 0. Il ne reste qu'un moment de force. Ainsi, l'équation de la somme des moments de force, il va nous rester le plus RF. La somme des moments égale I alpha. I alpha. Vous pouvez revoir la première capsule pour la deuxième loi de Newton. C'est la deuxième loi de Newton en rotation dans la playlist de la dynamique de rotation. Ben, on a deux équations maintenant. En X, bon, je vais appeler celle-ci la troisième, étant donné que celle de la normale, ici on obtient la normale, ça sera utile pour le B et le C. Celle-ci, c'est la troisième, donc. Et puis, on peut dire que celle-ci, c'est comme la quatrième équation, la définition, là, le lien angulaire linéaire. Parfait. On prend ça en petite photo, j'amène ça de l'autre côté et on va faire de l'algèbre. Donc, 4 équations. Dans le fond, il y en a deux, là. Celle en Y nous sert pour trouver la normale. Surprise de surprise. Celle en X va être mélangée avec celle des frottements, parce que celle des moments de force, désolé. Celle en X et celle en moment de force. On va les combiner parce que les deux, ils ont le A, le alpha, le F. C'est le même F, là, le frottement, là, j'avais spécifié statique, j'aurais dû ici aussi. Et on va remplacer soit le A égale alpha R ou alpha par A sur R, dépendant de ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qu'on nous demande? L'accélération angulaire. On veut celle qui est angulaire, donc on va éliminer la linéaire en remplaçant ici A par alpha R. Donc je réécris simplement l'équation 1 en mettant ce que j'avais appelé l'équation 4 dedans. On aura mg sinus de 30 moins f égale m alpha r. Je vais aussi écrire l'équation que j'avais appelée l'équation 3, l'équation des moments de force, ici à côté. En remplaçant le n, non, pas tout de suite. On va simplement écrire, en fait, on va isoler le f ici. F égale I alpha divisé par R. Et donc, regardez ces deux équations-là. Je peux, comme j'ai isolé F ici, le remplacer là. Puis là, ben, c'est un truc d'algèbre. Isoler, remplacer. Je vais me retrouver avec, si j'ai fait 3 remplacé dans 1, il me reste mg sinus de 30. Sinus de 30, c'est un gros S, mais c'est un raccourci. Là. Moins F, donc moins I alpha sur R égale M alpha R. Donc on va mettre en évidence le alpha, l'isoler, en envoyant ce truc-là de l'autre bord, mettre alpha en évidence, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un truc algébrique. J'en profite, tiens, pour vous montrer un autre truc algébrique. Quand vous avez des relations comme ça combinées, où le frottement agit dans une équation et dans l'autre, avec un plus, avec un moins, ça survient souvent avec des tensions, avec des paires actions-réactions. Quand vous êtes rendu à cette étape-là d'algèbre, ce que vous avez le droit de faire, c'est d'additionner les deux équations. Vous serez d'accord avec moi que 2 égale 2 en bas à gauche, hein, oui, et que 5 égale 5, oui. Alors, si je fais la somme de tout ce qui est à droite, ça c'est la gauche. À gauche, ça va nécessairement égaler la somme de tout ce qui est à droite. Un mathématicien nous aurait dit si A égale B et que C égale D, alors forcément A plus C égale B plus D. On a donc le droit d'additionner des équations comme ça linéairement. Vous verrez des petits trucs avec des matrices en algèbre linéaire.
Et regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne exactement la même chose que j'avais. J'additionne, c'est comme si je me faisais un petit mur ici, là. J'additionne tout ce qui est à gauche. Voyez-vous, le moins f et le plus f s'additionnent. Il va nous rester mg sinus de 30. Et à droite, m alpha r plus le i alpha r. Vous vous rappelez, tantôt j'avais moins i alpha r de ce côté-là à gauche, puis je voulais l'envoyer. Mettre le alpha en évidence. On est exactement à la même place. OK, le i. Le i pour un disque, vous allez voir sur votre feuille de formule une demi-mr carré. Alpha sur r. OK, donc on remplace ça. On fait le petit algèbre. Mg sinus de 30 égale m. Alpha, je le mets en évidence. Donc mr plus i sur r. Avec i, ok, je suis ici, i alpha sur r. J'ai sorti le alpha, donc il reste le sur r et le i. Le i vaut une demi. mr carré et le r est en bas comme ça. Donc il y a un r qui annule un r. Ce r annule ce r. Là, on joue à l'algèbre. Si vous trouvez ça long, hein, vous accélérez le vidéo, puis vous avancez, puis on s'en fout. Bon, il y a des m partout. Il y a juste un seul objet, c'est la même masse. Voyez-vous comment le m, il est partout maintenant. On aurait pu le sortir ici et l'annuler avec celui-là. Donc ce m, et il y a un m et un m, ça s'annule. Il va nous rester que le alpha, il égale g sinus de 30 divisé par la parenthèse dans laquelle il ne reste que r et 1 demi r. 3,5 r en bas au dénominateur. Ça fait 3 demi au dénominateur, 3 demi. Le 2 vient en haut. Et voilà! Merveilleux, n'est-ce pas? Vous pouvez le calculer, mettre la vidéo sur pause, encaisser ça. Avec le R qui vaut, on avait dit 25 cm, vous pouvez reculer la vidéo, sinon 25 cm. C'est un quart de mètre, donc on va avoir un 4 qui va revenir en haut, là, 8G sin 30 sur 3. C'est notre réponse. D'accord, on obtient 13,08 radians par seconde carré. Est-ce gros, est-ce petit? Moi, je trouve que vaut mieux calculer A pour avoir une idée, égale alpha R. Si vous calculez A égale alpha R, vous obtenez quelque chose comme 3, là. 3,27 mètres par seconde carré. Ce qui est plus petit que G, bon, ça c'est rassurant. S'il n'y avait pas de frottement du tout de l'équation 1, on aurait G sin de 30 qui donne 4,9. Donc avec du frottement, avec la rotation, ça ralentit la translation et on a moins que 4,9, 3,27. C'est relativement rassurant. La réponse semble avoir bien du sens. Pour ce qui est du B et du C, déterminer le frottement, on prend l'équation 1. On avait mg sinus de 30 moins le frottement qui valait ma. A, eh bien, alors, on peut calculer le frottement en l'isolant simplement. Mg sin 30 moins ma. Donc, m qui multiplie g sin 30 moins a. Je me souviens plus de la masse, là. On ira la chercher. 9,8 fois sin 30 fois une demi, ça fait 4,9. Et le a qui valait 3,27. Puis, je crois que c'est une masse de 5 kg. 5 kg. OK, ce qui fait à peu près 1,7 fois 5, ça va faire environ 7, 8
environ, vous pouvez le calculer. 8,175. Ça, c'est le frottement statique nécessaire. Pour le C, si on cherche le mu-S qu'on a besoin, ben mettons qu'on se place sur la situation limite, où on est sur le point de glisser tout juste. Et donc là, notre frottement statique, il est au maximum et il vaut 8,175 newtons. Et il vaut mu-S fois la normale parce qu'il est maximum. Hein? On suppose qu'on est au maximum. Donc on le remplace par sa valeur et on connaît la normale, ou du moins on peut la déterminer avec l'équation 2. Mu-S fois mg cos de 30 égale 8,175. Donc le mu-S, 8,175 qui divisé par 5 fois 9,81 qui fait 49 fois le cos de 30 qui vaut 0,866, à peu près 5 sixièmes. Ici, on a presque 50 fois 5 sixièmes, donc disons 42,3. 8 divisé par 42,3, on est à environ 0,15, 16. Là, on peut le calculer, vous pouvez le calculer, mettre ça sur pause et calculer 0,192. Pas d'unité pour un coefficient. Et voilà comment on gère le roulement au fond des trucs qui tournent, en incluant la dynamique de rotation à notre procédure de dynamique. Je ferai un autre exemple, là, peut-être deux trucs reliés par des cordes avec une poulie. Donc voilà, dans le prochain, peut-être la dernière capsule sur la dynamique de rotation.